On est très heureux de vous retrouver pour ceux qui étaient déjà là lorsqu'on a fait la première réunion de ce type en 2019 et on vous retrouve aujourd'hui sous forme de numérique, on va dire, mais je pense que c'est extrêmement important et en tout cas, c'était notre souhait de pouvoir partager avec vous les progrès et les résultats obtenus dans le cadre de cette cohorte qui s'appelle Psycho-Schizo à laquelle vous participez. On a vraiment à cœur de vous montrer l'importance de cette participation et des résultats. Donc, je vais commencer par vous présenter aujourd'hui des choses que vous savez sûrement déjà, mais que je tenais à réexpliquer, qui sont l'importance du modèle des centres experts, pour vous donner des informations un petit peu générales. Je passerai ensuite la parole à Pierre-Michel Liorca et on aura trois intervenants que le professeur Liorca présentera tout à l'heure. Je vous propose qu'on ait les questions qui soient à la toute fin des présentations et vous avez pour cela discuter sur votre écran. Vous pouvez poser des questions sur le chat auxquelles nous répondrons à la fin de cette session. Et on vous demande si c'est possible de ne pas poser de questions personnelles. On peut y répondre dans d'autres cadres que dans celui-là, mais on est bien sûr à votre disposition. Donc, pour commencer et à titre d'introduction, donc mon nom est Marion Leboyer, je suis professeure de psychiatrie à l'Université Paris-Est-Créteil et je dirige la Fondation fondamentale et je vais vous décrire très brièvement le modèle des centres experts. Donc, vous savez tous que la Fondation fondamentale, aujourd'hui, nous travaillons sur 5 pathologies prioritaires qui sont les schizophrénies, les troubles bipolaires, les dépressions résistantes, les conduites suicidaires, les troubles du spectre de l'autisme. Nous avons pour cela une centaine d'équipes académiques, hospitalières et de recherche qui ont rejoint la Fondation fondamentale et qui travaillent en lien avec ce qu'on appelle des plateformes technologiques qui sont partenaires de ce que nous faisons et qui nous permettent de travailler en imagerie cérébrale, en génomique, en métagénomique, en métabolomique et qui sont aussi associés à un réseau de start-up qui sont là pour innover dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie. On a aujourd'hui, on coordonne un réseau de 52 centres experts qui sont des plateformes de soins et de recherche qui sont réparties sur la totalité du territoire et qui permettent qu'on suive des patients dans le cadre de ce qu'on appelle des cohortes qui sont tout à fait exceptionnelles grâce à votre participation, grâce à la quantité et à la qualité des données cliniques recueillies et des analyses biologiques qui sont réalisées. Il y a aujourd'hui plus de 21 000 patients qui ont été évalués, diagnostiqués, pris en charge sur ces centres experts et qui permettent également que nous puissions travailler et faire de la recherche sur des bases de données, sur des biobanques qui sont partagées entre les chercheurs de la Fondation fondamentale et qui ont permis d'obtenir toute une série de résultats innovants que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de la Fondation, sur le site internet de la Fondation fondamentale et depuis peu sur la page Instagram et les podcasts que nous diffusons régulièrement et sur tous les documents comme les newsletters et le journal qui s'appelle Le Fondamental. Et on va aujourd'hui partager avec vous un certain nombre de ces résultats. Alors pour mémoire, les centres experts, ce sont donc des infrastructures de soins et de recherche qui ont pour objectif de répondre aux besoins des patients en leur donnant accès aux innovations des soins et de la recherche et en permettant que grâce à l'évaluation qui est réalisée sur ces centres experts, on puisse faire ce qu'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire une psychiatrie qui soit spécialisée par pathologie et personnalisée pour chaque patient. Aujourd'hui, donc, les patients sont adressés à un centre expert donné par leur médecin généraliste ou par leur psychiatre ou par d'autres canaux. Ils ont un bilan complet entre une demi-journée et 2 journées d'évaluation avec un bilan psychiatrique, un bilan des pathologies médicales associées, un bilan cognitif et social. Et en retour, et à l'issue de ce bilan, on partage avec eux un compte-rendu médical détaillé qui fait la photographie, la description de leur état de santé, qui propose des recommandations thérapeutiques. Une fois cette évaluation réalisée, on leur propose de participer aux projets de recherche qui sont coordonnés par la Fondation fondamentale et qui sont à la fois la recherche de biomarqueurs, mais aussi la compréhension des mécanismes qui sous-tendent ces pathologies, mais également la réalisation d'études épidémiologiques et médico-économiques et dans certains cas, la possibilité de participer à des essais cliniques. Le réseau des centres experts schizophrénie est décrit sur cette diapositive. Vous voyez aujourd'hui que sur l'ensemble du territoire, il y a 10 centres experts qui sont dédiés à la schizophrénie. Il y en a 3 en cours de création à Nancy, Saint-Étienne et Toulouse.
Ces centres experts, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ils font une évaluation clinique standardisée qui permet d'évaluer toute une série de caractéristiques cliniques, cognitives, mais aussi de l'étude du sommeil ou l'étude des comorbidités psychiatriques, l'étude des comorbidités somatiques, mais aussi des évaluations de l'impact de la maladie sur le fonctionnement, mais aussi sur un certain nombre de paramètres qu'on appelle médico-sociaux. Ça, c'est le déroulé de ces évaluations, ce qu'on appelle le parcours centre expert, qui est donc un processus d'évaluation qui est spécialisé par pathologie, qui est multidisciplinaire, qui est partagé bien sûr avec les médecins qui nous adressent leurs patients, qu'ils soient généralistes, qu'ils soient psychiatres ou d'autres spécialités, et bien sûr avec les patients, c'est extrêmement important pour nous, et avec les personnes de leur choix. Tout commence par ce qu'on appelle une visite de dépistage, qui est la première consultation, qui est suivie d'une visite en hôpital de jour de 2 jours à 1 journée sur ces centres experts qui permettent donc de faire cette consultation spécialisée, cette évaluation standardisée qui se termine et qui s'achève par un rendez-vous de restitution et qui est ensuite suivi de visites très régulières de suivi qui durent 1 journée et qui se répètent pendant 3 ans, qui sont extrêmement importants, on va vous l'expliquer tout à l'heure, pour la mise en place de ces cohortes qui permettent d'identifier toute une série de marqueurs qui sont extrêmement importants. Et l'autre point, c'est que bien sûr, cette évaluation, elle s'intègre avec la prise en charge habituelle des patients, bien sûr. Les centres experts, ce sont aussi des plateformes de recherche et une fois ce bilan réalisé, on peut proposer aux patients de participer à toute une série de projets de recherche en immunologie, en génétique, la participation à des essais thérapeutiques, la participation à des essais médicaux, enfin des études médico-économiques, des études épidémiologiques, des études cognitives et des études en imagerie cérébrale. On a bien sûr à cœur de suivre l'impact de la symptomatologie des patients qui ont été évalués sur les centres experts et on a été très heureux de voir que aussi bien dans le cadre des troubles bipolaires que dans le cas de la schizophrénie, la sévérité de la maladie est réduite dès 12 mois après l'évaluation sur un centre expert, avec une diminution des échelles qui permettent de mesurer la sévérité de la maladie, mais aussi une bien meilleure adhésion aux stratégies thérapeutiques qu'on peut proposer. J'ai juste choisi de vous prendre un exemple des études et des recherches qui sont faites à partir de ces données que l'on collecte. Et par exemple, on est en mesure de commencer à comprendre mieux le terrain inflammatoire qui est associé à certains sous-groupes de patients atteints de schizophrénie. L'hypothèse que l'on suit, c'est qu'il y a une interaction entre des facteurs environnementaux qu'on étudie aussi dans les équipes de recherche qui participent à ces études, qui sont aussi bien les infections que la pollution, que le fait de vivre en ville, que le fait d'avoir été exposé à des traumatismes, que le fait d'avoir migré d'un pays à l'autre ou d'avoir une mauvaise hygiène de vie, qui interagissent avec ce qu'on appelle le terrain immunogénétique, qui nous rend plus ou moins capables de faire face à tous ces facteurs de risque environnementaux et qui va, dans certains cas, chez certains patients qu'on cherche à caractériser, déclencher une inflammation de bas niveau qu'on peut mesurer à la fois au niveau sanguin, au niveau cérébral ou au niveau intestinal. Donc voilà quelques exemples des études qui ont été menées depuis plusieurs années dans les centres experts. Ce n'est bien sûr pas du tout les seuls, c'est juste pour vous donner un exemple de ce qu'on peut réaliser comme recherche. Premier exemple, une étude qui avait été publiée par une des psychologues du centre expert de Créteil et qui montrait que quand il y avait des marqueurs de l'inflammation très classiquement mesurés, en particulier la C-réactive protéine, c'était associé avec le risque d'avoir un déclin cognitif. Autre exemple où on a mené plusieurs études pour montrer qu'une moins bonne réponse au traitement antipsychotique était là aussi associée à une élévation de ce marqueur qu'est la C-réactive protéine, faisant donc l'hypothèse que c'est peut-être cette composante inflammatoire qui persiste quand on utilise un traitement antipsychotique et qui devrait éventuellement, c'est encore un sujet de recherche, être spécifiquement traité pour avoir une meilleure réponse au traitement antipsychotique. Et ces résultats ont continué à être explorés avec d'autres marqueurs de l'inflammation qui montrent bien qu'il y a une association entre certains marqueurs de l'inflammation mesurés au niveau sanguin et la résistance à la maladie. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire cette heure que nous passons ensemble et je passe la parole à Pierre-Michel Lurquat. Merci Marion, bonjour, Pierre-Michel Lorca, je suis donc psychiatre à Clermont-Ferrand et je
m'occupe des réseaux de centres experts depuis un certain temps. Donc, je vais vous présenter pour moi de manière un petit peu globale la cohorte de patients en schizophrénie, donc psycho-schizo dont on parle, avec l'état des lieux des recrutements, puis quelques données qui sont dans la continuité de ce que vient présenter le professeur Marion Leboyer, et donc qui illustre l'importance de toute cette cohorte et du travail qui est fait pour essayer de faire progresser la connaissance et les conséquences sur la prise en charge des patients, pour les patients souffrant de schizophrénie. Alors, tout d'abord, je vais partager ma présentation. Hop, je vais la faire. Voilà. Tout d'abord, l'état des lieux. Donc, vous voyez que les patients, enfin, la cohorte, donc, ce qui était marqué en bleu, en pointillé bleu, c'était ce qui était attendu, hein, et on voit que nous avons même maintenu l'effort, maintenu grâce à l'implication de tous, maintenu grâce à votre participation, les possibilités de recrutement. Dans la fondation existe la possibilité de recueillir des informations dans le cadre de bases de données pour tous les patients qui viennent dans les centres experts schizophrénie bien sûr, et parmi ces patients-là, il y avait un projet spécifique psycho, hein, ce projet de cohorte, avec un suivi sur 5 ans. L'importance de ce suivi, c'est que ce sont des suivis qui sont difficiles à faire, sur lesquels il n'y a pas tant d'informations que ça dans la littérature et dans toute la connaissance scientifique. Et en fait, ça nous donne des éléments sur l'évolution de la maladie. On sait que la schizophrénie est une maladie qui peut évoluer de façon chronique, et donc on a des informations importantes, ne serait-ce que par exemple pour avoir des idées sur la prédiction de l'évolution de cette maladie. Donc c'est pour ça que ces cohortes sont extrêmement importantes, et il est souvent difficile, comme je le disais, parce que ça demande une organisation, ça demande des efforts, ça demande aux patients de pouvoir revenir et de pouvoir à nouveau être évalués, ce qui est parfois fastidieux, on en a bien conscience, mais c'est vraiment une connaissance extrêmement importante, et on vous remercie une fois de plus de l'effort fait de votre part pour pouvoir y participer, car c'est une aide importante pour nous dans ces projets, dans la compréhension de la maladie. Alors, quelques éléments sur tout d'abord la valorisation de tout cela. Quand on produit des informations scientifiques, vous le savez, on débat souvent dans la presse, hein, de la validité de la science, hein. On a traversé une période dans laquelle beaucoup de questions sont posées autour de ça, et un des moyens, c'est de publier les résultats qu'on obtient dans des revues qui sont évaluées par des collègues, des pairs, et en fait, ce qui est un gage de qualité. Et vous voyez que depuis la mise en place du projet, le nombre de publications scientifiques sur l'ensemble des cohortes, à la fois pour les patients souffrant de troubles schizophréniques et pour les patients souffrant de troubles bipolaires, a augmenté considérablement. Et donc, ça montre cette contribution à la connaissance scientifique. Alors, quelques données. Tout d'abord, ce que permettent de produire quand même tous ces travaux qu'on peut faire, et c'est ce qu'on essaie de faire régulièrement, c'est non content de décrire des phénomènes particuliers. On a parlé par exemple des phénomènes immunologiques, le professeur Marion Leboyer en a parlé il y a quelques minutes. En fait, on essaie aussi de rassembler ces informations pour pouvoir donner des recommandations de prise en charge qui soient le plus adaptées possible et le plus spécifique possible dans le cas de la schizophrénie. Donc vraiment, l'idée, c'est d'améliorer en les publiant les pratiques de tous les professionnels de santé, et c'est quand même un enjeu important. Alors, juste très rapidement, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des recommandations qui nous ont permis de mettre en évidence, par exemple, un message qu'on essaie de faire passer et qui est insuffisamment connu dans la pratique psychiatrique, malgré les conséquences, c'est la nécessité d'identifier la présence de la dépression dans l'évolution de la pathologie schizophrénique. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un trouble comorbide, donc une autre maladie qui survient en même temps que la schizophrénie, un épisode dépressif qui est relativement fréquente et qui a des conséquences et qu'il faut traiter absolument pour améliorer l'état de santé des patients. On a aussi, on l'a vu, hein, sur les résultats présentés, pu travailler, et j'y reviendrai, sur des éléments mettant en évidence qu'un certain nombre de patients souffrant de schizophrénie ont des modifications inflammatoires, une inflammation
on parlait d'inflammation de bas grade, mais d'autres modifications, et la prise en compte, l'évaluation de l'état, du potentiel état inflammatoire des patients est important également. Donc, on donne des recommandations en disant faites attention à la dépression aux professionnels, faites attention à l'inflammation, et puis on a donné aussi des recommandations, par exemple, sur les problèmes de sommeil. Les problèmes de sommeil sont extrêmement fréquents, hein, 60% des patients souffrant de schizophrénie dans la cohorte à laquelle vous avez participé ont des problèmes de sommeil, et on se rend compte que c'est lié à un certain nombre de paramètres qui peuvent être liés au traitement, par exemple, un effet indésirable des traitements quand on n'arrive pas à tenir en place, qu'on appelle l'acathisie, et un facteur de risque, et il faut le prendre en compte, mais aussi, par exemple, à nouveau, la dépression qui doit être prise en charge, car elle peut entraîner ces altérations du sommeil. Donc, vous voyez que ces informations permettent de regrouper, peut-être regrouper pour donner des recommandations plus spécifiques et améliorer la prise en charge de tout le monde, et donc vous aider par votre participation, vraiment l'ensemble des patients souffrants et les soignants à améliorer les choses. Alors, quelques autres résultats, hein. On a évoqué l'inflammation déjà, et donc ça a été présenté rapidement. Ce qu'il y a à droite, hein, c'est le fait de mal répondre au traitement, la résistance au traitement, et on a certains patients qui ne répondent pas bien au traitement, et parmi eux, on a des traitements spécifiques comme un traitement qui est la clozapine. Certains ne répondent pas à la clozapine, on parle d'ultra-résistance, et là, on se rend compte que probablement, on a des marqueurs inflammatoires et que donc l'inflammation, donc c'est le résultat de droite, serait associé à cette moins bonne réponse, à ce risque de résistance, voire d'ultra-résistance. Et donc, c'est important, et je reviens à la recommandation que j'ai évoquée il y a quelques minutes, évaluer le statut inflammatoire des personnes qui souffrent de schizophrénie est un élément important dans la manière dont on gère le traitement, dont on peut prendre en compte cette inflammation et dans l'évolution. Et puis, la problématique du syndrome métabolique, hein. Le syndrome métabolique, c'est la prise de poids, enfin l'augmentation du périmètre abdominal, du périmètre du ventre, hein, c'est-à-dire notre tour de taille, enfin un petit peu plus haut que la taille, mais le tour de taille, c'est aussi les perturbations au niveau de la tension, des paramètres du sucre dans le sang, des graisses dans le sang. Et donc, en fait, ce syndrome métabolique et cette association de ces anomalies est présent dans 10% de la population, mais beaucoup plus fréquent. On l'a montré dans une autre étude, portant sur la cohorte, pratiquement 30% des patients qui souffrent de schizophrénie ont un syndrome métabolique qui peut être lié à de nombreux paramètres, les médicaments, mais pas que, le régime alimentaire, l'absence d'exercice, puis un certain nombre de choses. Et on voit qu'on a des facteurs qui sont des facteurs associés, comme l'âge, comme c'est plus fréquent chez les hommes, la survenue tardive de la maladie, la consommation de tabac, la consommation d'alcool, certains traitements. Et puis, on se rend compte que c'est aussi associé, dans un certain nombre de cas, à des perturbations de marqueurs de l'inflammation, interleukine, TNF-alpha. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on comprend mieux dans ce cas-là le rôle de l'inflammation, à la fois dans la réponse au traitement, mais aussi dans le paramètre associé à ce syndrome métabolique qui a des conséquences pour la santé et qu'il faut absolument prendre en compte. C'est ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on observe. Ensuite, on se rend compte aussi, et donc là, c'est un élément important, que dans l'évolution dans le temps, c'est ça l'importance des cohortes, c'est que on peut voir l'évolution des patients dans la population qu'on a, en dépit des recommandations qu'on peut faire, comme il a été évoqué, c'est-à-dire quand vous allez rencontrer l'équipe d'un centre expert qui fait une évaluation, elle fait des recommandations, il y a des recommandations de traitement, mais aussi par exemple de régime alimentaire, et on y reviendra, ou d'exercice physique, et on se rend compte qu'on a malgré cela une augmentation du pourcentage dans les patients qui sont suivis, et donc associés à des paramètres comme par exemple l'utilisation de certains antidépresseurs. Donc on identifie premièrement la problématique de l'évolution dans le temps, qui justifie de faire encore plus d'efforts pour la prise en charge du syndrome métabolique, premièrement. Et deuxièmement, le rôle de certaines molécules, comme certains antidépresseurs. Et donc, ça veut dire qu'il faut être particulièrement vigilant et on va transmettre cette information au cours de chacun des comptes rendus individuels, mais aussi de manière globale sur des recommandations au niveau des professionnels pour qu'ils soient plus attentifs à ça, pour améliorer la prise en charge et la rendre plus spécifique. Et je pense que c'est vraiment un élément extrêmement important. Et puis, c'est juste on a parlé d'inflammation à plusieurs reprises, hein, c'est pour vous montrer que de nombreux travaux se poursuivent dans ce domaine-là, avec de nombreuses analyses.
on a vu cet enjeu au niveau de l'état de santé des patients inclus dans la cohorte, de vous. Et donc, en fait, on est très attentif à essayer de décrire des profils particuliers, cliniques, mais aussi biologiques et aussi inflammatoires, pour améliorer d'un côté la compréhension de la maladie, pourquoi cette maladie évolue de certaines manières, pourquoi les traitements sont plus ou moins efficaces, pourquoi on a des comorbidités comme le syndrome métabolique d'un côté, et de l'autre côté aussi, voir quel type de stratégie on pourrait mettre en œuvre pour améliorer cette inflammation, pas seulement les médicaments, et améliorer le pronostic. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Donc, 3 éléments, hein. On atteint les objectifs et c'est lié à votre implication et donc à l'implication aussi de toutes les équipes, de tous les centres experts. Deuxièmement, eh bien, on contribue et vous contribuez par votre participation à ce qu'on puisse faire des recommandations pour améliorer les pratiques. Et on l'a vu, des recommandations importantes d'identification de la dépression, de prise en compte de certains effets indésirables des médicaments, de prise en compte du sommeil et de la manière de le prendre en compte. Et puis, troisièmement, eh ben, on comprend un peu mieux la maladie de manière spécifique. Et on a parlé de l'inflammation, mais il y a d'autres choses qui seront évoquées et qui sont extrêmement importantes. Voilà, donc maintenant, je vais moi-même céder la parole. Donc, je suis ravi de céder la parole à un binôme, donc le docteur Guillaume Font, qui est vous verrez souvent son nom sur tous les travaux scientifiques, c'est un des grands contributeurs des travaux de la Fondation, et on l'en remercie, qui travaille à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, et Ophélia Godin, qui est épidémiologiste, qui travaille à l'INSERM et à la Fondation, qui est une brillante chercheuse INSERM, mais également une brillante chercheuse de la Fondation, et tous deux à 2 voix. En essayant de pas, ils vont faire ça en canon, j'imagine, vont vous donner des éléments sur justement, pas seulement les médicaments, la manière dont on doit prendre en compte la prise en charge des troubles schizophréniques, car la prise en charge de la schizophrénie, c'est pas seulement les médicaments, c'est beaucoup d'autres choses. J'arrête mon partage et je leur cède la parole. Merci beaucoup, professeur Lorca. Donc, je vais partager mon écran. Donc, bonjour à tous. Effectivement, alors j'espère que vous voyez bien. Oui, ok. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'importance des maladies somatiques dans la schizophrénie et en particulier des maladies cardiovasculaires. Et mon collègue, le docteur Guillaume Font, vous parlera après moi de psychonutrition. Donc, depuis quelques années déjà, on sait que l'espérance de vie des individus souffrant de schizophrénie est réduite par rapport à la population générale, avec des études qui montrent une réduction de l'espérance de vie de 20 ans en moyenne pour les hommes et 15 ans pour les femmes, et des taux de mortalité qui sont systématiquement supérieurs à la population générale, et ce, quelle que soit la cause de décès considérée. C'est le cas aussi en France, avec cette étude toute récente de l'IRDES de 2018, qui a été réalisée à partir des données de l'assurance maladie et qui montre bien que l'écart d'espérance de vie des individus souffrant de troubles psychotiques est réduit de 14 ans en moyenne chez les hommes et chez les femmes par rapport à la population générale. Donc, une chose qui a rapidement pu être mise en évidence également, c'est que cette surmortalité, elle est avant tout due à des causes dites naturelles, et en particulier aux maladies cardiovasculaires et aux cancers, comme c'est le cas pour la population générale, et c'est vrai également en France. Néanmoins, même si on avait ces données, si on a ces données sur la surmortalité, les causes de cette surmortalité, on avait très peu de données en France, en tout cas, sur la prévalence des maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire grâce aux données de la cohorte psycho. Donc, on s'est intéressé au syndrome métabolique. Alors, le professeur Yorka vous en a déjà un petit peu parlé. Pourquoi le syndrome métabolique? Parce que c'est un important facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Les individus qui présentent un syndrome métabolique ont 2 à 3 fois plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire, 5 fois plus de risques de développer un diabète. Donc, le syndrome métabolique, ce n'est pas une maladie en soi, mais ça regroupe un ensemble d'anomalies, donc l'obésité, des chiffres de pression artérielle élevés, des anomalies lipidiques et glycémiques. Et donc, dans la cohorte psycho, on a pu montrer que la prévalence du syndrome métabolique, elle était de 24% environ, donc 2 fois plus que ce qu'on peut observer en population générale, sachant que dans notre cohorte, l'âge moyen des participants était plutôt autour de 30 ans et que la prévalence du syndrome métabolique en population générale chez les moins de 40 ans, elle est plutôt autour de 5%. Donc, on est vraiment plutôt sur un facteur x4 par rapport à la population générale.
Si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'effectivement, les individus de la cohorte, un participant sur 2 est en surpoids, que 40% ont une obésité abdominale, 20% des chiffres de glycémie élevés, entre 30 et 40% d'anomalies lipidiques, qui va se caractériser par des taux élevés de triglycérides ou des taux élevés des taux bas de bon cholestérol, le cholestérol HDL, et puis 35% de l'hypertension. Ce qu'on s'est rendu compte également, c'est que 2 tiers des individus de la cohorte n'étaient pas correctement traités pour leur pathologie cardiométabolique. Donc non seulement elle est plus élevée, la prévalence des maladies cardiovasculaires est plus élevée chez les individus souffrant de schizophrénie par rapport à la population générale, mais en plus, elles sont moins diagnostiquées et moins traitées. Alors, comment est-ce qu'on explique cette forte prévalence du syndrome métabolique? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a tout d'abord un certain nombre de facteurs dits modifiables sur lesquels on va pouvoir agir, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en particulier, les études montrent que les individus qui ont des troubles du sommeil ou des rythmes de sommeil non réguliers peuvent avoir un impact sur la prise de poids, sur les anomalies métaboliques. Également le style de vie, en particulier un style de vie délétère, donc le fait de faire peu d'activité physique, d'avoir une alimentation riche en graisse ou en sucre, ou encore les addictions au tabac, à l'alcool, peut favoriser la survenue d'un syndrome métabolique. Il y a également l'effet de certains médicaments psychotropes qui peuvent avoir un impact sur une forte et entraîner une forte prise de poids. Et puis, des études suggèrent également qu'il y a une réelle susceptibilité à l'apparition de ces troubles, avec des études qui ont montré que le syndrome métabolique et la schizophrénie pouvaient partager un certain nombre de mécanismes communs impliquant des facteurs génétiques, des processus inflammatoires comme on l'a vu, ou encore des facteurs environnementaux. Ce qui est important de retenir également, c'est que ces maladies cardiovasculaires, elles vont avoir un impact non seulement sur la santé physique, on l'a vu, mais aussi sur l'évolution en elle-même de la maladie. Et des études suggèrent par ailleurs que le syndrome métabolique, le diabète et l'hypertension peuvent avoir un impact sur le bien-être des individus, en particulier sur le fonctionnement global, sur les troubles cognitifs, sur les rechutes ou encore sur la résistance au traitement. Et donc, c'est ce qu'on a pu voir nous aussi à partir des données de la cohorte, et en particulier, on a pu suivre 185 individus pendant un an au sein des cohortes des centres experts. On a observé que parmi eux, 37% avaient eu au moins une rechute psychotique au cours du suivi, et on a pu montrer que les individus souffrant d'un syndrome métabolique avaient 3 fois plus de risques d'avoir une rechute psychotique au cours du suivi. On s'est également intéressé aux conséquences sur les fonctions cognitives. Donc ça, c'est un travail qui est encore en cours. Et on voit que les personnes qui ont un syndrome métabolique, donc en rouge sur le graphique, ont globalement des performances cognitives qui sont altérées par rapport aux individus qui n'ont pas de syndrome métabolique. Donc, j'espère vous avoir convaincu que la santé mentale et la santé physique étaient indissociables, que la prévalence des maladies cardiovasculaires était élevée dans la schizophrénie, souvent peu diagnostiquée et traitée, et qu'elle pouvait surtout avoir des conséquences sur l'évolution de la maladie. Ça souligne l'importance de dépister systématiquement et de surveiller en routine l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, et puis de renforcer les recommandations de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Au niveau individuel, je peux que du coup vous recommander d'essayer d'être acteur de votre santé physique en prenant rendez-vous régulièrement chez le médecin traitant et en demandant un bilan sanguin une fois par an, par exemple, en faisant attention à son poids, surtout si vous commencez un nouveau traitement, en n'hésitant pas à parler des effets secondaires de vos traitements à votre psychiatre, et puis en essayant d'adopter une hygiène de vie saine avec une alimentation plus riche en fibres, en légumes, en fruits, et mon collègue va vous en reparler, en faisant plus d'activité physique, en essayant d'avoir un sommeil régulier ou de diminuer la consommation de tabac. Je terminerai juste en rappelant aussi qu'il existe maintenant des dispositifs, et en particulier le dispositif Prescriform, qui donne la possibilité aux médecins de toute spécialité de prescrire de l'activité physique adaptée aux patients, et qu'il existe dans beaucoup de régions des associations qui proposent un accompagnement sur mesure pour l'activité physique et adapté à votre santé. C'est le cas par exemple des maisons sport santé en Île-de-France, et il me semble qu'il y en a aussi ailleurs en France, et également de l'association DALIR dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Guillaume Font, qui va vous parler de psychonutrition.
Bonjour à tous. Merci beaucoup, Ophélia. Merci, Monsieur Lorca, pour cette introduction. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui et un grand merci pour votre participation à cette étude très ambitieuse qui est l'étude psycho et qui nous a conduit à changer nos représentations sur le soin de la schizophrénie, puisque donc, quand on a inauguré les bases des centres experts, on avait une vision qui était très centré sur le médical. Alors, c'est pas un gros mot, le médical, mais on était très centré sur les traitements et un peu les psychothérapies. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait des grandes variables manquantes en fait pour comprendre les trajectoires des personnes qui sont suivies dans les centres experts. Et parmi ces variables, donc c'est ce que vous a présenté Ophélia, il y avait beaucoup de variables qui concernaient le mode de vie. Et en fait, parallèlement à l'étude psycho, la littérature scientifique elle-même a évolué en 10 ans. Et en fait, dans le soin que l'on propose au sein des centres experts, il y a vraiment une imprégnation permanente des découvertes de la science qui nous permet de fournir un soin le plus qualitatif possible aux patients. Et ça, c'est vraiment une évolution constante et qui se voit également dans nos publications scientifiques. Donc, le professeur Lorca vous a expliqué, par exemple, que une des grandes découvertes de l'étude psycho, c'est que plus de 30% des personnes qui ont des schizophrénies font des dépressions caractérisées, et ça monte jusqu'à 50% si on prend en compte les personnes qui prennent des antidépresseurs. Ça veut dire que la prévalence de la dépression, elle est 5 fois plus importante quand on a une schizophrénie que quand on n'en a pas. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on a longtemps confondu des symptômes de la schizophrénie avec des symptômes de la dépression, c'est-à-dire qu'on confondait le fait d'être déprimé avec le fait d'avoir des symptômes négatifs de la schizophrénie, c'est-à-dire un manque de motivation, un repli social, par exemple. Et ça a des conséquences majeures dans le soin, parce que si on se trompe de diagnostic, on ne propose pas le bon traitement. Et la dépression, c'est une véritable épidémie, hein, on peut le dire, voire même plus qu'une pandémie, puisque les prévalences de la dépression augmentent, et notamment dans les pays occidentaux, et ça ne vient pas d'un outil de mesure, parce que on utilise les mêmes outils épidémiologiques pour mesurer la dépression. Et on sait par exemple qu'entre 2005 et 2017 en France, elle a pris 2 points de plus, donc 2% de dépression en plus dans la population française. Et bien sûr, après la pandémie Covid, le taux de dépression a explosé, et en particulier dans des populations vulnérables. Je pense notamment à celle des soignants, mais bien sûr aussi parmi les patients psychiatriques. Et parmi les grandes découvertes de ces dernières années, il y a l'impact de l'alimentation sur la santé mentale. Donc, Ophélia vous a présenté des données très importantes sur l'impact des troubles métaboliques sur le devenir, à la fois sur le plan de l'espérance de vie, mais aussi sur le fonctionnement du cerveau. Donc ça, c'est déjà vraiment une grande prise de conscience, c'est que avoir des troubles métaboliques, ce n'est pas qu'une question de poids et de mortalité, ce qui est déjà très important, mais c'est aussi une question d'un cerveau qui va commencer à dysfonctionner. Et la dépression, c'est une des expressions du dysfonctionnement du cerveau. Quand on fait un épisode dépressif, c'est que le cerveau est en souffrance. Et les études épidémiologiques montrent très clairement, donc là vous voyez sous les yeux une méta-analyse montpelliéraine qui a été donc publiée en 2019, qui démontrait le fait que avoir une alimentation de type méditerranéenne, alors je ne dis pas ça parce que je suis marseillais, hein, mais l'alimentation méditerranéenne protège du risque de dépression. Et ça, c'est très important, c'est qu'on est dans la prévention. Ça, c'est vraiment quelque chose de majeur parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des actions de prévention efficaces. Et là, on en a une relativement simple. Je dis relativement simple parce qu'on sait tous que ce n'est pas si simple que ça de changer ses habitudes alimentaires. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans quelque chose de militaire vis-à-vis de l'alimentation. Il faut garder du plaisir. Mais c'est déjà d'identifier les aliments qui nous font du bien et ceux qui nous font du mal. Et à l'inverse, l'alimentation inflammatoire,
Donc, celle qui a été présentée par Ophélia indirectement, donc celle qui est riche en sucre, en graisses saturées et en produits ultra transformés, elle induit des cas de dépression. Et là, vous avez les chiffres des cas qui sont potentiellement induits ou évités. Si tout le monde passait à l'alimentation méditerranéenne, potentiellement, on pourrait éviter quasiment entre 2 et 4 millions de cas de dépression en France si on fait les extrapolations épidémiologiques. Et alors, on est allé regarder plus précisément de quoi il s'agissait dans le régime méditerranéen, et c'est vraiment la consommation de légumes et de fruits qui ont cette action préventive. Alors, tout ça, pour dire finalement 5 fruits et légumes par jour. Alors, on a quand même plus de données que ça, des choses plus précises. Et il faut déjà rappeler que l'alimentation ne va pas sans l'activité physique. Si j'oublie l'un des deux, forcément, il y a des troubles qui vont s'instaurer. Et il y a encore 40% des Français qui ne pratiquent absolument aucune activité physique, alors que l'on sait, là encore, c'est démontré dans cette méta-analyse publiée en 2021, c'est tout récent, que l'activité physique protège du risque de dépression. Et là encore, c'est de la prévention, 21% de risque en moins de dépression quand on fait de l'activité physique. Et vous notez que je parle d'activité physique et pas de sport. Il ne s'agit pas de faire du sport de compétition, mais simplement de bouger, en fait, d'activer son corps avec une dépression qui n'est pas la simple marche, c'est un peu au-dessus de la marche. C'est la marche active, par exemple, la marche nordique, qui a de plus en plus de succès. Donc, dans le cadre de l'alimentation, il s'agit de passer d'une alimentation inflammatoire que vous voyez à gauche à une alimentation anti-inflammatoire que vous voyez à droite. Je vais passer dessus parce qu'on a peu de temps, mais il y a des classements de modes d'alimentation qui permettent de noter les modes d'alimentation en fonction de leur effet sur la santé, mais aussi de leur facilité de mise en place. Et le régime méditerranéen arrive en tête depuis 4 ans à la tête de ce classement américain qui est très célèbre aux États-Unis. Il y a des applications, Ophélia, on a parlé pour l'activité physique et pour d'autres choses. Il y a des applications pour l'alimentation. Alors, celle qui a le plus le vent en poupe, c'est celle-ci, c'est Open Food Facts, qui est donc une application qui permet de donner un score aux aliments et surtout qui va aussi regarder les additifs alimentaires. Donc, c'est quelque chose qui est plus efficace que l'application Yuka, par exemple, qui est connue. Celle-ci est plus complète et donc vous pouvez, en scannant un code barre, avoir directement en fait une note en termes de contenu et notamment pour dépister les sucres cachés. Ça, c'est particulièrement efficace parce qu'il y a beaucoup de sucres qu'on ne voit pas dans l'alimentation et notamment dans tout ce qui est ultra transformé. Alors, la recherche nous a également fourni des informations très importantes sur l'efficacité des compléments alimentaires. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas il y a encore 5 ans. Donc maintenant, on sait que les champions en termes d'efficacité, ce sont les oméga-3 qui ont démontré une efficacité à la fois dans la dépression, mais également dans la schizophrénie. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on va arrêter les antipsychotiques et les antidépresseurs. Ce sont donc des traitements qui sont recommandés en adjonction. Et on ne peut pas tout traiter avec des compléments alimentaires ou de l'alimentation, bien sûr. Les personnes qui se moquent disent qu'on veut soigner la schizophrénie avec des asperges et des yaourts. Non, bien sûr, il faut encore maintenir les traitements qui ont prouvé leur efficacité par ailleurs. Là, on parle d'apporter au cerveau tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Et donc, si on n'apporte pas ce minimum, donc là, en l'occurrence, les oméga-3 qui constituent les membranes des neurones, et donc on va avoir des troubles qui vont être résistants. Donc, c'est ce que vous ont présenté le professeur Lorca et Ophélia. Donc, ça veut dire que les antipsychotiques ne vont pas être aussi efficaces que ce qu'ils pourraient être parce qu'il y a des choses qui entretiennent les troubles. Et parmi celles-là, c'est une alimentation qui n'apporte pas ce qui est nécessaire au cerveau pour bien fonctionner. Les oméga-3, ils ont également démontré de l'efficacité dans une mécanisme dans la dépression bipolaire de l'humeur. Donc, c'est pas dans plusieurs sortes de dépression. Et par contre, on n'a pas encore de données sur la dépression dans la schizophrénie spécifiquement. Ils ont par contre démontré qu'ils amélioraient l'agressivité aussi, ce qui peut être très intéressant. Ils améliorent la sensibilité au stress chez des personnes qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Et il y a également un autre complément alimentaire qui est la vitamine B9, en fait, le folate, qui est ce qu'on appelle un coenzyme, c'est-à-dire que ça aide dans le cerveau la synthèse de certains neurotransmetteurs comme notamment la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Donc, ils sont bien connus dans les troubles psychiatriques. Et donc, que l'on trouve dans tout un tas d'aliments que vous voyez ici et qu'il faut ne pas faire cuire en eau bouillante parce que sinon toute la vitamine B9 passe dans l'eau et puis en plus elle est dénaturée par la cuisson.
Et cette vitamine B9, en fait, a démontré son efficacité dans la dépression en adjonction au traitement sous forme de complément alimentaire. Donc, il y a des études qui sont encore très hétérogènes. On essaie de comprendre pourquoi certaines personnes répondent et d'autres non. Mais en tout cas, c'est des résultats qui sont extrêmement prometteurs. Et donc, nous, au Centre Expert, on dose la vitamine B9 et on propose des supplémentations en vitamine B9. Par contre, pour les oméga-3, il y a le dosage et là, on les propose pour tout le monde parce que la plupart des Français sont carencés en oméga-3 parce que l'apport recommandé, c'est 2 grammes par jour et la moyenne en France, c'est 600 mg par jour. Donc, on est très loin du compte. Donc, il y a d'autres compléments alimentaires qui ont montré l'efficacité. Je passe très rapidement là-dessus parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Il y a la N-acétylcystéine qui a aussi montré une efficacité à la fois dans la schizophrénie et dans la dépression. Le zinc a montré un intérêt dans la dépression, dans une méta-analyse également. Donc, on fait de la médecine de précision comme ça en dosant plusieurs nutriments en fait dans le sang quand on le peut ou en les proposant directement aux patients et en évaluant de façon standardisée l'efficacité. Je termine sur une chose qui donc a beaucoup de succès en ce moment dans les médias, enfin en ce moment depuis un moment. C'est le charme discret de l'intestin qui a lancé un peu le courant, c'est l'intérêt des liens intestin-cerveau. Et maintenant, parmi les grandes démonstrations scientifiques, il y a 5 méta-analyses qui montrent que les probiotiques sont efficaces dans le traitement de la dépression. Et dans le cadre de la schizophrénie, ils ne sont pas efficaces pour l'amélioration des symptômes psychotiques. Par contre, ils ont démontré un intérêt également dans les symptômes de dépression. Donc, c'est pour ça que ce que disait le professeur Lorca est très important, d'apprendre vraiment à distinguer les différents types de schizophrénie. C'est ce qu'on fait au Centre Expert lors du bilan complet pour proposer des traitements sur mesure qui vont atteindre leur cible et ne plus proposer ce qu'on fait auparavant, c'est-à-dire le même traitement antipsychotique pour le monde. Donc, en résumé maintenant, la psychonutrition est un champ qui, vous le voyez, est vraiment de plus en plus installé dans la pratique. Alors, il y a beaucoup de mes collègues qui ignorent tout de la psychonutrition et qui découvrent ce champ par les comptes rendus du Centre Expert. Donc, c'est une des missions aussi du Centre Expert de diffuser cette connaissance. Parfois, ça peut paraître un peu surprenant pour des psychiatres qui n'ont jamais entendu parler de cela. Mais donc, c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui au Psycholive. Et donc, je serais ravi de répondre à vos questions s'il y en a. Pour terminer, on a lancé une étude qui est complémentaire de l'étude psycho, qui s'adresse à toute la population et dans cette population aux personnes qui ont des troubles psychiatriques. C'est l'étude alimentale, donc vous avez le lien ici que j'ai mis dans la discussion. Ça prend moins d'une quinzaine de minutes pour participer et c'est le questionnaire alimentaire qu'on va développer sur les centres experts justement pour mieux évaluer en fait la psychonutrition et les apports alimentaires de nos patients. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume et Ophélia. On va continuer. Donc ça me fait plaisir d'accueillir le professeur Capdevielle de Montpellier qui travaille dans le domaine de la schizophrénie, dans le domaine des hallucinations, mais aussi dans les perspectives de prise en charge cognitive et donc il va aborder cet aspect-là dans ces aspects de prise en charge et à partir de tous ces apports qu'on a connus. Alors, juste une précision parce qu'il a demandé dans la conversation, cette présentation, l'ensemble de la présentation est filmée, va être sur le site, donc vous aurez accès bien sûr aux diapositives, au support et puis pour ceux qui n'avaient pas pu capter le son là, vous aurez également le son, je pense que ça sera plus facile, donc ça sera mis en ligne très rapidement. Professeur Capdevielle, à vous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à la Fondation Fondamentale de me permettre de vous présenter ce projet de recherche. Donc là, moi, je vais vous présenter un projet de recherche qui porte sur la remédiation cognitive en groupe dans la schizophrénie. Donc, on est là dans le cadre de la Fondation fondamentale des centres experts comme support dans des essais cliniques pour des prises en charge spécifiques. Donc, pour rappel, les troubles cognitifs sont présents chez environ 80% des patients souffrant de schizophrénie. Ils sont extrêmement prédictifs du devenir fonctionnel, donc c'est-à-dire des capacités d'autonomie en vie quotidienne, de travail, de relationnel, etc. Et les traitements médicamenteux, à l'heure actuelle, ne font pas preuve de leur efficacité sur les troubles cognitifs, voire peuvent être délétères parfois. La remédiation cognitive
Il en existe deux types. Un type qu'on appelle restauratrice, c'est-à-dire qu'on va améliorer les déficits cognitifs, c'est-à-dire les déficits de mémoire, de certaines fonctions exécutives, planification. Donc ça, on sait le faire. On peut entraîner la mémoire. Un certain nombre de logiciels, notamment, existent. Mais cette remédiation cognitive restauratrice a montré peu d'impact sur le fonctionnement. C'est-à-dire que ces effets qu'on retrouve sur des tests d'augmentation, en vie quotidienne, on n'en voit pas le bénéfice, on ne va pas jusqu'à là. L'autre type de remédiation cognitive, c'est la remédiation cognitive compensatoire, qui, elle, a montré une efficacité sur la cognition globale et le fonctionnement. Et son fonctionnement, ce n'est pas d'augmenter ou de réentraîner certaines fonctions qui fonctionnent moins bien, mais c'est de contourner les domaines cognitifs altérés tout en recrutant les domaines intacts et en aussi se servant de l'environnement et d'éléments externes soutenants pour améliorer la cognition. D'autre part, concernant la remédiation cognitive, seules 2 études avaient évalué l'impact des techniques de remédiation restauratrice seulement sur les coûts de prise en charge, avec un rapport coût-efficacité favorable sur le coût de terme, mais aucune étude médico-économique n'existait sur les techniques compensatoires. Et il nous semblait donc important de pouvoir développer ce type d'études qui permet aussi d'apporter des réponses en termes d'organisation des soins, de besoins en termes de personnel notamment et de ressources pour la mise en place de ces soins novateurs. Le groupe Twamley est une méthode groupale d'entraînement cognitif compensatoire qui a été développée donc, par la professeure Twamley aux États-Unis, qui a montré son efficacité dans 2 études de très bon niveau randomisées sur le fonctionnement des patients. Donc, l'objectif de l'étude Greco, c'était de réaliser une analyse coût-utilité, donc d'une stratégie innovante de remédiation cognitive compensatoire, associée à la stratégie de prise en charge habituelle, donc le traitement médicamenteux et le suivi ambulatoire classique, en comparaison avec la stratégie de prise en charge habituelle seule chez des patients souffrant de schizophrénie. Donc, l'objectif d'une étude coût-utilité, c'est d'évaluer à partir de le traitement habituel et le nouveau programme, mais ces années de vie pondérées par la qualité de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que le programme amène en amélioration de qualité de vie, et on est capable de donner un peu une évaluation économique à cette amélioration de la qualité de vie. Donc, pour réaliser cette étude, nous avons bénéficié d'un projet de recherche médico-économique en 2015 pour 533 863 €. Donc, en menant une étude médico-économique, prospective, comparative, randomisée, multicentrique. Donc, 9 centres étaient inclus dans le cadre des centres experts schizophrénie. Notre objectif était d'atteindre 210 patients. Et chaque patient était suivi ensuite pendant une durée de 12 mois pour permettre cette évaluation. Et les critères d'inclusion, c'était tout patient ayant un diagnostic de schizophrénie de moins de 60 ans. Le fait de prendre des personnes de moins de 60 ans était, comme nous évaluons les fonctions cognitives, de ne pas avoir le biais en lien avec l'âge qui peut arriver plus tard. Et des patients donc, qui peuvent donner leur consentement, qui sont suivis en hôpital de jour, ça c'était pour faciliter le suivi après l'inclusion dans l'étude, et qui peuvent comprendre, parler et lire le français. Donc cette étude, j'en suis la coordinatrice. Au niveau des statistiques, c'est le professeur Laurent Boyer à Marseille qui est en charge de ceci. Et concernant l'étude médico-économique, c'est madame Sandrine Loubière, aussi aux hôpitaux de Marseille qui en sera en charge. Et là, vous avez le tableau sur les différentes évaluations qui sont réalisées. Donc, d'abord, bien sûr, le screening, puis après le baseline, et on les suit jusqu'à 1 an. Et on relève à chaque fois ou seulement à l'entrée dans l'étude et à 1 an, différents éléments
du fonctionnement, des fonctions cognitives, de la symptomatologie, de l'alliance thérapeutique. Et puis, bien sûr, ce qui nous importe pour cette étude, l'évaluation des coûts. Et là, l'évaluation des coûts, c'est tout ce qui va être de combien de fois j'ai eu une consultation chez le médecin, le nombre d'hospitalisations, le nombre de passages aux urgences, l'évaluation du coût des traitements, des transports, mais aussi le fait d'avoir un emploi ou pas, ainsi de suite. Voilà. Donc, où est-ce que nous en sommes de cette étude? Donc, en bleu, c'était ce qui était prévu initialement en termes d'inclusion, et en jaune, là où nous en sommes à l'heure actuelle. Donc là, nous sommes quasiment à la fin de l'étude. Nous sommes en train de recueillir, d'inclure les derniers patients. Il a été nécessaire de demander une augmentation de la durée de l'étude, mais aussi une augmentation du nombre de sujets impliqués dans l'étude, parce que l'épidémie Covid est passée par là, et un certain nombre de patients qui ont été inclus en mars 2020 notamment n'ont pas pu avoir l'ensemble de la prise en charge, et donc il a été nécessaire d'inclure de nouveaux patients pour poursuivre, pour finaliser l'étude. Et donc, à ce jour, 211 patients ont été inclus sur les 218 attendus, et les inclusions sont arrêtées pour tous les centres, sauf chez nous à Montpellier, où nous continuons. Et là, depuis que j'ai fait ces diapos, on a inclus 6 patients. Donc, le dernier groupe est en train de se mettre en place. Ça, ce tableau, c'est juste pour vous dire que sur les 211 patients actuellement inclus, 78% des patients ont terminé l'étude, donc on finit le suivi à 1 an, et 22,5% sont encore en cours de suivi. Et vous voyez donc les suivis par centre à l'heure actuelle. Et puis, cette étude, c'est ce qu'elle montre, c'est que par patient, le suivi d'un patient a coûté 2 864 € pour l'étude. Donc, on évaluera après avec les coûts aussi des soins généraux et habituels autour du patient. Donc, j'espère, alors peut-être pas l'année prochaine parce qu'on sera à la fin pile des 1 an du suivi des derniers inclus, mais dans 2 ans, vous présentez les premiers résultats. Mais peut-être l'année prochaine, commencer à vous parler d'autres projets, toujours dans le du même ordre d'essais cliniques sur des prises en charge psychothérapiques, avec une étude, l'étude énergie, qui va être portée aussi par 8 centres experts pour lesquels nous avons obtenu un budget dans le cadre du projet hospitalier de recherche clinique national en 2018, qui ne va débuter que maintenant parce qu'une fois de plus, la pandémie étant passée par là a ralenti fortement les projets. Et donc, cette étude énergie, c'est l'évaluation de l'efficacité d'une thérapie de gestion de la fatigue dans la schizophrénie. Et je pense que ça rejoint entièrement ce qui a été discuté auparavant, que ce soit sur le syndrome métabolique ou l'activité physique. La fatigue, c'est un symptôme extrêmement fréquent, une plainte en tout cas extrêmement fréquente, qui est souvent prise en charge sur le terme de soit d'effets secondaires des traitements, soit en termes de symptômes négatifs, mais rarement en tant que tel. Et donc là, le but de cette thérapie de gestion de la fatigue, ça va être tout ce qui va être le rentraînement à l'effort et la gestion de l'activité. Donc, on va évaluer. Et puis, une deuxième étude, là où nous en sommes qu'au dépôt du dossier, mais aussi pour faire une autre étude médico-économique sur la prise en charge cognitivo-comportementale des hallucinations auditives dans les troubles schizophréniques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Capdevielle. C'est extrêmement important ces études parce que pour 2 raisons. D'abord, elles visent à pouvoir développer, démontrer l'intérêt de ces stratégies non médicamenteuses dans la remédiation cognitive, mais aussi par exemple sur les hallucinations. Et puis d'un autre côté, l'aspect médico-économique est majeur, puisqu'en fait, lorsqu'on pourra montrer l'efficacité, mais aussi les gains en termes de coûts, ça favorise la prise en charge. Et donc, on peut espérer qu'à côté des recommandations qu'on essaie de publier pour la modification des pratiques, la possibilité que ces stratégies soient prises en charge permettront une plus grande diffusion et un plus grand accès dans de nombreux endroits en France. Et je pense que c'est vraiment très important et ça fait partie de ce que permet notamment Psycho sous l'égide de Fondamental. Alors, il y a pas mal de questions, on est pas mal
n'a pas des monceaux de temps parce qu'on a été bavard comme d'habitude, mais en fait, on va quand même reprendre les différentes questions qui ont été posées. Donc, une question qui a été posée sur l'aggravement des troubles schizophréniques après le confinement, en dépit des mesures sanitaires. Et en fait, la question qui a été posée, c'est est-ce que ça s'observe? Oui, on a observé beaucoup une aggravation à la fois de l'état de santé global de la population avec l'apparition d'un certain nombre de troubles, que ce soit des manifestations anxieuses, des manifestations dépressives, et en particulier chez les sujets jeunes, mais aussi, par exemple, des troubles associés à la consommation de substances psychoactives diverses et variées. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est effectivement ça a rendu en plus difficile l'accès aux soins et donc ça a compliqué, je veux dire, véritablement la prise en charge. Et malheureusement, là, on s'en est rendu compte avec quand même aussi un hôpital qui est, vous savez, on ne va pas en dire plus que ça, mais souvent dans des situations qui sont notamment en termes de personnel assez difficiles. Alors, il y a une question qui est par rapport aux antidépresseurs qui n'améliorent pas les troubles schizophréniques. Dans ce que j'ai présenté, c'était ce qu'on voyait, c'était syndrome métabolique et la présence d'antidépresseurs, c'était la paroxétine, des antidépresseurs, qui a manifestement dans la présence associé à un risque beaucoup plus élevé. C'était dans la population pour lesquelles on avait on a pu les surveiller. Ça veut dire que la recommandation qu'on essaie de donner à nos collègues, c'est que probablement des antidépresseurs peuvent être utilisés dans la dépression chez les patients souffrant de schizophrénie, mais la paroxétine n'est probablement pas quelque chose qu'on peut utiliser. Alors, dans les questions, il y a une question pour le docteur Font. J'ai entendu dire que la bétaïne réduisait les symptômes de la schizophrénie. Qu'en pensez-vous? Donc, docteur Font. Donc, je fais le partage d'écran directement. Donc, il y a deux choses sur la bétaïne. Une qui est sur une étude animale, en fait, qui suggère que le mode, la cascade, en fait, d'efficacité de la bétaïne, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même très compliqué, mais qui pourrait être utile pour la schizophrénie. Et puis, une étude publiée dans la revue Progress in Neuropsychopharmacology qui trouve des liens entre l'hypométhylation de l'ADN et le niveau de bétaïne dans le sang des patients qui ont des schizophrénies. Mais il n'y a pas d'essai contrôlé randomisé actuellement qui montre l'intérêt d'une supplémentation en bétaïne. Voilà pour faire une... Ok, merci beaucoup de cette précision extrêmement up-to-date qui montre voilà l'implication et la réponse en direct. Et toujours peut-être, docteur Font, deux questions. Il y avait une question, c'est qu'est-ce que c'est l'inflammation? Et puis une autre question, c'est le type d'inflammation qui augmente le risque de maladie, etc. Donc on va faire le plus synthétique possible, mais de manière globale. Et je pense que c'est deux questions auxquelles vous pouvez nous donner vos éclairages didactiques. Donc, l'inflammation, c'est la réaction du corps à une agression. Alors, cette agression, elle peut être physique comme une plaie, biologique comme une infection ou psychologique comme un stress, en fait, comme un psychotrauma. On a parlé des psychotraumas. Donc, ça, c'est important parce que ça veut dire que notre corps se défend contre tout un tas de choses et pas de façon toujours très adaptée parce que ça peut se dérégler. C'est-à-dire, et quand ça se dérègle, l'inflammation qui normalement nous protège, l'inflammation aiguë, elle commence à devenir chronique et c'est un peu comme si notre corps brûlait à petit feu. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique de bas grade. Et cette inflammation chronique, elle va commencer à perturber beaucoup d'organes. Et c'est ça qui explique à la fois, donc c'était l'article qui avait été présenté par le professeur Lorca et Madame Le Boyer donc avec Eva Bulzacka qu'on avait publié en 2016 dans Schizophrénie Bulletin, qui montrait l'association de l'inflammation et les troubles cognitifs dans la schizophrénie, c'est-à-dire que le cerveau commence à s'altérer quand il est exposé à de l'inflammation au long cours. Voilà. Et donc après, pour les marqueurs, on utilise en pratique la CRP, qui est le marqueur classique, et la plupart de nos résultats sont publiés là-dessus. Et puis, il y a des marqueurs plus précis et divers qui ont été présentés dans les dernières études, mais qui ne sont pas de pratique clinique courante. Alors là, moi, je vais peut-être poser deux questions au professeur Capdevielle. La corrélation entre l'efficience cognitive et le risque de rechute psychotique. Et peut-être une question à laquelle on est tous confrontés, mais à mon avis d'intérêt dans votre perspective, dans votre centre où vous mettez en œuvre un certain nombre d'innovations, mais quid du gap entre progression de la recherche et les applications dans la vie quotidienne des patients? Et c'est une vraie question, je veux dire, là on vous présente un certain nombre de choses, mais c'est un vrai enjeu en tout cas. Alors, professeur Capdevielle.
Oui, alors entre la corrélation entre l'efficience cognitive et le risque de rechute, je pense qu'il peut exister, pas de façon directe, mais surtout ce que les troubles cognitifs vont entraîner, ça va être des difficultés de mnésique, d'attention, de planification, d'organisation en vie quotidienne, tout ce qui va compliquer le fait d'arriver aussi à suivre ses soins, à s'ancrer dans les soins, à avoir une observance au traitement, au rendez-vous, ainsi de suite. Et je pense, ces liens-là qui font qu'il va y avoir un risque, en effet, de rechute important et pour lesquels donc, il faut absolument essayer de proposer des prises en charge. Entre le gap entre la recherche et l'application dans la vie quotidienne, je pense que c'est ce qu'on essaie en tout cas d'améliorer par notamment le biais des études médico-économiques. Je pense qu'il faut qu'on prouve l'efficacité non pas seulement clinique, mais aussi d'un point de vue médico-économique pour qu'on soit entendu par les financeurs pour pouvoir développer ce type de prise en charge au plus près des patients. Et une recherche appliquée dans ce cadre-là en vie quotidienne. Je dirais que, mine de rien, l'épidémie a eu des conséquences en effet extrêmement négatives. On a eu certaines peut-être positives. Ça nous a montré aussi que la visio pouvait fonctionner pour certaines situations de prise en charge, notamment pour les patients qui étaient à distance des centres de soins plus importants où se développe ce type de stratégie. Donc, il y a des moyens qu'il faut évaluer pour voir comment on va pouvoir en effet augmenter et diffuser ces applications. Merci beaucoup. Alors, un commentaire pour Ophélia. Le fait de faire attention à l'alimentation, le régime méditerranéen, l'activité physique. Donc, vous voyez que les recommandations portent, et Ophélia elle-même ne mange plus que des légumes et des olives et court environ 80 km par jour, n'est-ce pas, Ophélia? Et je crois que c'est important, ce qui permet d'avoir la qualité de scientifique à porter. Alors, une question qui est posée, c'est ne fais pas trop reposer trop de choses sur les aidants. C'est une vraie question. Je veux dire, à la fois les aidants sont présents, ils sont des éléments extrêmement importants, mais effectivement les choses ne peuvent pas reposer uniquement sur eux, et avec toute la difficulté que ça peut représenter, la pression, et il est important. Donc on essaie à la fois justement avec la fondation et de manière collective aussi de prendre en compte l'avis des aidants, d'essayer de réfléchir à la fois non seulement ne pas simplement faire reposer des choses sur eux, mais d'essayer d'intégrer leur point de vue, ce qui est pas facile pour tout un tas de raisons, on n'a pas le temps d'en discuter, mais d'intégrer dans leur point de vue et de l'appréhender dans la prise en charge. Je pense que c'est vraiment un élément important. Alors, il y a un commentaire sur le fait que de temps en temps, il peut y avoir une certaine réticence des collègues face à des comptes rendus. Bon, voilà, vous savez, le changement est souvent quelque chose qui peut entraîner une certaine crainte. On essaie de communiquer avec nos collègues, on essaie de changer les pratiques, elles se changent petit à petit, lentement, mais nous devons agir de concert, et vous êtes acteurs, ça a été dit, et je crois qu'on doit prendre en compte le fait que, n'hésitez pas, il faut solliciter les professionnels et puis leur souligner les questions que vous avez, et c'est toujours pareil, quand on est médecin, on se dit oh là là, mais moi je sais tout, etc. Mais c'est pas vrai. Et je crois que les médecins doivent apprendre à écouter plus les patients. Et c'est vrai que c'est un élément important. Il y a un remerciement spécifique pour le docteur Font, pour son écoute et son accueil des familles. Donc moi, quand je lui donne des conseils, il m'écoute jamais. Donc comme quoi, je vais dire non, je plaisante. Guillaume, comme je l'ai dit, est un des acteurs importants de la fondation. C'est un effort collectif, et donc, mais son implication est un élément important, et on espère que ça puisse rendre service à tout le monde. Alors, attendez, je vais passer, je vais passer dans les questions-réponses. Là, je vais regarder juste dans la discussion. Allez, ça va dans les deux. Une question sur la prescription de l'olanzapine. L'olanzapine, c'est un très bon médicament, mais malheureusement, qui est un médicament qui entraîne des effets secondaires métaboliques importants, on le sait.
Et on le sait, tous les patients n'ont pas forcément des effets secondaires, mais beaucoup en ont, plus que les autres. Et donc, quoi qu'il arrive, même s'il est efficace, il impose une surveillance particulière. Donc, voilà ce qu'on peut en dire. Donc, on ne peut pas dire que c'est un médicament qui doit être banni absolument, mais le risque qui est associé à ce médicament-là est non négligeable. Alors, il y a une question sur plus précisément sur l'inflammation. On ne peut pas vous donner toutes les infos sur l'inflammation. Vous évoquez c'est le stress et les angoisses et ce sentiment de brûlure. Hein. Une fois de plus, l'inflammation, c'est un mécanisme assez complexe qui est mis en jeu dans toutes les défenses de l'organisme, dans plein de situations. On a parlé de traumatisme, infection, etc., etc. Mais bon, on essaiera de communiquer un peu plus là-dessus. On ne peut pas répondre directement à cette question, j'en suis navré. Et voilà. Je pense on a pas mal dépassé le temps. Kétiapine et prise de poids, c'est un des médicaments qui fait prendre du poids, moins que l'olanzapine ou la clozapine, mais qui est un médicament qui n'est pas neutre par rapport à ça. Et comment se passe la remédiation cognitive? Alors, on n'a vraiment pas le temps d'évoquer ça. Hein. Le professeur Capdevielle en a parlé au début des différents types de remédiation cognitive. Après, il y a différents programmes qui existent. Ça se passe souvent en groupe, mais parfois bien sûr aussi en individuel, avec différents outils, parfois des outils utilisant des ordinateurs, des fois d'autres. Enfin, il y a différents types de stratégies. Difficile d'en parler. Là, on n'a vraiment pas le temps, j'en suis navré. Mais avec toutes vos questions, ça nous donne des idées sur des éléments qu'on partagera avec vous autour à nouveau de l'inflammation, mais aussi sur les modes de mise en œuvre de la remédiation cognitive. Donc, il me reste à vous remercier tous de votre présence aujourd'hui, mais surtout de votre implication dans la cohorte. Je crois que c'est important. On a essayé de vous montrer à quel point c'était quelque chose qui avait des conséquences, j'espère pour vous quand vous avez été pris en charge, mais aussi pour tout le monde. À la fois pour les patients qui souffrent de schizophrénie, à la fois pour modifier la pratique des professionnels. Et c'est pour ça qu'on va continuer. On va continuer à essayer de vous aider et on vous remercie en tout cas de votre aide. Merci beaucoup, bon après-midi et puis à bientôt. On va essayer de suivre la fondation donc sur tous les supports comme vous l'a dit. Je sais pas, je crois que Ophélia danse sur TikTok pour la fondation, me semble-t-il, mais j'en suis pas sûr. Ça reste une information à vérifier. Donc, je plaisante, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que n'hésitez pas à nous faire revenir vos retours sur tout cela. Merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir. Au revoir, bonsoir.